Ma fiancée m'a dit, mon ex sera mon témoin d'honneur. Accepte-le ou le mariage est annulé. J'ai répondu, j'accepte. Puis j'ai engagé un détective privé pour surveiller leur séance de préparation du mariage. Le diaporama que j'ai projeté lors du dîner de répétition a laissé tous les invités bouche bée. Moi, Julien, un homme de 31 ans, j'ai demandé ma fiancée, Chloé, en mariage après 4 ans de vie commune. Nous préparions notre mariage depuis 8 mois quand elle a lâché une bombe qui a complètement bouleversé mon esprit. Nous mangions des plats à emporter sur le canapé, tout en passant en revue la liste des invités d'honneur, lorsqu'elle a dit cela de manière si désinvolte, comme si elle mentionnait simplement que nous avions besoin de serviettes en papier. Au fait, j'ai décidé que mon ex, Alexandre, serait mon témoin d'honneur. Je me suis arrêté net, la fourchette en l'air. Tu vas faire quoi? Témoin d'honneur, à la place d'une demoiselle d'honneur. Ça se fait de plus en plus. Ton ex-copain? Le gars avec qui tu es sorti pendant 3 ans avant moi. Nous sommes amis maintenant. Mes meilleurs amis, en fait. Il me connaît mieux que quiconque. J'ai posé mon assiette car, soudain, je n'avais plus faim du tout. Mieux que moi. Ton fiancé? Elle a levé les yeux au ciel. Ce roulement d'yeux que j'avais vu 100 fois dès que je contestais la moindre de ses volontés. Tu vois ce que je veux dire. Il gère les trucs de filles, le shopping pour la robe, l'organisation de l'enterrement de vie de jeune fille. De toute façon, tu n'aurais pas voulu faire ça. Depuis quand êtes-vous devenus meilleurs amis? Parce que la dernière fois que j'ai vérifié, tu lui parlais à peine une fois par mois. Nous nous sommes rapprochés ces derniers temps. Il m'a beaucoup soutenu pour les préparatifs du mariage. Un sentiment glacial s'est installé dans mon estomac. Cette sensation que l'on éprouve lorsque les pièces du puzzle commencent à s'assembler, mais que l'on refuse de voir l'image finale. Je ne suis pas à l'aise avec ça, ai-je dit. Choisis quelqu'un d'autre. Son visage s'est durci. Non, c'est mon choix. C'est ça où le mariage est annulé. Un ultimatum. 8 mois de préparatifs, des acomptes versés, les billets de train et d'avion de la famille réservés, et elle me lançait un ultimatum à propos de son ex. Je l'ai regardé pendant un long moment. La femme avec qui j'avais prévu de passer le reste de ma vie. La femme qui menaçait de tout annuler si je n'acceptais pas que son ex se tienne à ses côtés devant l'autel. D'accord, ai-je dit calmement. J'accepte. Elle a souri, m'a embrassé sur la joue et s'est remise à manger comme s'il ne s'était rien passé. Merci, mon cœur. Tu ne le regretteras pas. Note de l'auteur, je ne l'ai pas regretté. Mais elle, absolument. Le lendemain matin, j'ai appelé un détective privé. Non pas par paranoïa, mais parce que mon instinct me hurlait de le faire, et que j'avais passé 4 ans à ignorer ces petites voix. Il était temps de les écouter. Première mise à jour. 2 semaines plus tard. Le détective privé était un homme d'une 50aine d'années très discret. Un ancien enquêteur d'assurance. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste quelqu'un d'extrêmement minutieux. Il m'a donné ses tarifs. J'ai payé la provision et il s'est mis au travail. Pendant ce temps, j'ai joué le rôle du fiancé attentionné. Je souriais lorsqu'elle parlait de son ex, je hochais la tête lorsqu'elle évoquait leur séance de planification. J'ai même serré la main du gars lorsqu'il est venu à la maison pour discuter de l'enterrement de vie de jeune fille. Il dégageait une assurance hautaine, comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. Il n'arrêtait pas de lui toucher le bras, de faire des plaisanteries complices et de l'appeler par un petit nom que je n'avais jamais entendu. Ma fiancée riait à ses blagues bien plus fort qu'elle n'avait jamais ri aux miennes. « Tu es vraiment génial avec tout ça », m'a dit Chloé après son départ. « Je savais que tu finirais par comprendre. »« Je veux juste que tu sois heureuse », ai-je répondu. Ces mots avaient le goût de la cendre. 3e jour de surveillance. Le détective m'a envoyé sa première série de photos. La voiture de ma fiancée garée devant la résidence de son ex. Horodatage, 14h14. Elle m'avait dit qu'elle faisait une dégustation de gâteau de mariage avec sa sœur. 5e jour. Des photos dans un café. Il se tenait la main à travers la table. Elle se penchait vers lui, assez près pour l'embrasser, sa main posée sur sa cuisse sous la table. Le détective avait pris des clichés sous 3 angles différents. Un travail de professionnel. 8e jour, la preuve irréfutable, le parking d'un hôtel,
sa voiture à elle, sa voiture à lui. Toutes les deux garées là pendant 4 heures un mardi après-midi, alors qu'elle prétendait être à un essayage de robe. Le détective les a pris en photo alors qu'ils entraient ensemble dans le hall d'accueil, son bras autour de sa taille. Le détective m'a appelé ce soir-là. Vous voulez que j'obtienne les images de la chambre? J'ai un contact dans cette chaîne hôtelière. Non, ai-je répondu, j'en ai vu assez. Mais continuez à accumuler les preuves. J'ai besoin d'une chronologie précise, de date, d'heure, de lieu, de tout. Combien de temps reste-t-il avant le dîner de répétition? Encore 6 semaines. Il a marqué une pause. Cela va finir par chiffrer. Je sais. Mais ça en vaut chaque centime. Pendant qu'il travaillait, j'ai commencé mes propres préparatifs. Le dîner de répétition devait avoir lieu dans un très bon restaurant équipé d'un projecteur pour diffuser un diaporama. À l'origine, mon témoin, Thomas, devait préparer une jolie présentation retraçant notre rencontre. Je me suis porté volontaire pour m'en occuper. J'ai dit, je veux que ce soit spécial. Ma fiancée était ravie. C'est tellement mignon, mon amour. Tu ne fais jamais ce genre de choses habituellement. Oui, je n'avais jamais de raison de le faire auparavant. Les rapports du détective continuaient d'arriver. 13 rendez-vous documentés en 6 semaines pour des visites à l'hôtel. D'innombrables échanges de SMS qu'il avait réussi à photographier lorsque l'ex laissait son téléphone sur la table au déjeuner. Le gars était d'une insouciance totale. Il laissait son téléphone écran vers le haut pendant qu'il allait aux toilettes. Une discussion par SMS sortait du lot. Son ex avait écrit « J'ai hâte que ce cirque de mariage soit terminé et qu'on soit enfin tous les deux ». Sa réponse à elle « Encore 2 mois à jouer à la dinette, ensuite je récupère son argent lors du divorce et on pourra enfin être ensemble ». J'ai lu ce message peut-être 50 fois. 4 ans de ma vie, et je n'étais qu'un tremplin pour un jackpot de divorce. La colère est venue en premier. Une rage blanche et aveuglante qui me donnait envie de tout casser. Puis est venu le froid. Un froid calculé, méthodique, qui me permettait de penser clairement. Elle voulait un spectacle, j'allais lui en offrir un. Deuxième mise à jour. La semaine précédant le mariage fut un chaos total. Ma fiancée stressée pour les centres de table. Sa mère stressée pour le plan de table. Son ex stressé pour son discours de témoin d'honneur, qu'il s'entraînait sans cesse à réciter devant ma fiancée pendant que je faisais semblant d'être occupé à autre chose. Tu ne veux pas l'entendre, m'a-t-il demandé un jour, s'amusant visiblement de la situation. Je veux garder la surprise, ai-je répondu. Garde-le pour le grand moment. Il n'avait aucune idée de l'ampleur que prendrait ce moment. La mère de ma fiancée avait été insupportable durant toutes les fiançailles, faisant constamment des remarques sur le fait que sa fille faisait une mésalliance puisque ma famille n'avait pas de patrimoine hérité sur plusieurs générations. À quel point j'avais de la chance d'avoir trouvé une femme si belle, et comment je devais me dépasser pour offrir à sa fille le train de vie qu'elle méritait. À un moment donné, elle a même dit, « J'espère que tu as conscience de la chance que tu as. » Ma fille aurait pu avoir n'importe qui. Je me contentais de sourire et de hocher la tête. Et je continuais à accumuler les preuves. L'ex devenait de plus en plus audacieux à mesure que le mariage approchait. Il a commencé à passer à l'appartement plus souvent, toujours sous un prétexte quelconque, discuter des cadeaux pour les invités, coordonner les derniers essayages, réviser son discours. Ma fiancée n'essayait même plus de cacher à quel point elle préférait sa compagnie à la mienne. Un soir, je suis rentré plus tôt du travail et je l'ai trouvé sur le canapé, les jambes de Chloé posées sur ses cuisses pendant qu'il regardait la télévision. Ils se sont brusquement écartés quand je suis entré. On repassait juste le plan de table, a-t-elle dit précipitamment. Ah oui? Avec tes jambes sur lui? Ne commence pas. Tu as accepté cette situation. J'ai levé les mains en l'air. Tu as raison. Autant pour moi. Plus tard, le détective m'a envoyé par SMS une photo prise plus tôt dans la journée. On les voyait s'embrasser dans un parking à 15 heures. Même jour, même vêtements. J'avais terminé le diaporama 3 jours avant le dîner de répétition. J'avais passé des heures à le monter, à m'assurer que les transitions étaient fluides, les horodatage bien visibles, les photos d'une clarté cristalline, en ajoutant une jolie musique de fond pour que cela fasse professionnel. Mon témoin, Thomas, était le seul au courant. Je lui ai montré l'intégralité sur mon ordinateur portable. Mec, a-t-il dit à la fin,
c'est une bombe nucléaire. Elle prévoyait de divorcer pour me dépouiller. Il s'envoyait littéralement des SMS à ce sujet. Je ne dis pas qu'elle ne le mérite pas. Je dis juste que ça va être le chaos le plus total. Parfait. Tes parents seront là. Ses parents aussi. Ta grand-mère? Ils doivent tous savoir qui elle est vraiment. Il est resté silencieux un instant. Tu es sûr de ne pas vouloir simplement tout annuler calmement et t'en aller. Elle m'a fait passer pour un fou parce que je remettais en question leur amitié. Elle a dit à sa famille que j'étais directif et jaloux. Ils pensent tous que je suis un perdant complexé qui ne supporte pas que sa fiancée ait des amis masculins. Non, ils vont voir la vérité. Il a hoché la tête lentement. D'accord, alors je suis avec toi. Qu'est-ce qu'il te faut? Sois juste prêt à me tendre une bière après coup. La veille du dîner de répétition, ma fiancée m'a coincé dans la cuisine. Tu es bizarre ces derniers temps, a-t-elle dit. Distant. Le stress du mariage, ai-je répondu. J'ai beaucoup de choses en tête. Tu n'as pas de doute, au moins. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Ce visage à côté duquel je m'étais réveillé pendant 4 ans. Ce sourire dont j'étais tombé amoureux. Maintenant, cela me faisait simplement l'effet d'un masque. Aucun doute, ai-je dit. Je sais exactement ce que je fais. Elle a semblé soulagée, m'a embrassé et s'est empressée d'appeler son ex pour un détail de dernière minute. Je suis allé dans mon bureau et j'ai vérifié la clé USB à 3 reprises. 53 personnes dans un salon privé de restaurant, les familles des deux côtés, le cortège du mariage, les amis proches, des nappes blanches, des bougies, toute la mise en scène, avec environ 30 000 € d'acomptes engagés pour le mariage principal. Mais à ce moment-là, je m'en moquais éperdument. Ma fiancée était magnifique. Son ex l'était tout autant, debout à ses côtés dans un costume sur mesure, jouant son rôle à la perfection. Il s'était arrangé pour la table d'honneur de sorte qu'il soit assis juste à côté d'elle. J'étais de l'autre côté, presque comme une pièce rapportée de second plan. Sa mère apportait un toast sur le grand amour et sur le fait de trouver la personne qui vous complète. Elle regardait sa fille et l'ex en disant cela. Pas moi. Je l'ai remarqué. Le dîner s'est déroulé sans accroc. Entrée, conversation légère, toast des deux pères. Son père m'a à peine adressé un regard durant son discours. Tout tournait autour de sa fille chérie et de la manière dont elle méritait le monde entier. Puis, quelqu'un a tapoté sur son verre et a annoncé que le moment était venu de diffuser le diaporama. Notre marié a préparé cela lui-même, a annoncé la mère de ma fiancée. N'est-ce pas adorable? Tout le monde a applaudi. Ma fiancée m'a adressé un sourire radieux. Son ex a levé son verre avec un sourire en coin complice. Je lui ai rendu son sourire. Je voulais vraiment m'assurer que tout le monde voit qui nous étions vraiment. Les lumières se sont éteintes. Les premières diapositives étaient authentiques. Notre premier rendez-vous dans ce petit restaurant italien. Nos vacances ensemble, le voyage à la plage, le chalet à la montagne, les fêtes en famille. Les deux familles semblaient heureuses et unies. Tout le monde s'attendrissait et riait des légendes amusantes que j'avais ajoutées. Puis, la diapositive numéro 20 est apparue. Une photo de la voiture de ma fiancée devant l'appartement de son ex. Date d'il y a 3 semaines, horaire, de 11h à 16h. Le silence s'est fait dans la pièce. Quelqu'un a chuchoté, « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Diapositive 21, Chloé et son ex dans un café, se tenant la main. L'horodatage était visible dans le coin. C'est quoi ce délire, a marmonné son père. Diapositive 22, le parking de l'hôtel. Les deux voitures présentes en même temps pendant 4 heures. Une photo nette d'eux entrant dans le hall, la main d'Alexandre sur le bas de son dos. Ma fiancée s'est levée brusquement. Éteins ça. Éteins-le tout de suite. Je n'ai pas bougé. Le diaporama non plus. Diapositive 23 à 28, une succession rapide de leurs rendez-vous. Restaurant, parc, la résidence de son ex, un autre hôtel. Des horodatages sur chacune d'entre elles. Sous chaque photo, une légende, dégustation de gâteau avec sa sœur. Essayage de robe. Cours de yoga. Les mensonges qu'elle m'avait servis, confrontés à la réalité. Sa mère se couvrait la bouche avec ses mains. Son père avait l'air de s'être pris une gifle.
Ma grand-mère serrait le bras de mon grand-père, la mâchoire contractée. La dernière diapositive montrait l'échange de SMS, agrandi, d'une clarté limpide, impossible à mal interpréter. J'ai hâte que ce cirque de mariage soit terminé et qu'on soit enfin tous les deux. Encore 2 mois à jouer à la dinette, ensuite je récupère son argent lors du divorce et on pourra enfin être ensemble. Quelqu'un a poussé un soupir de stupeur. Un vrai soupir de choc. Ma grand-mère a dit à voix haute, pour que tout le monde l'entende, d'où Jésus. Une demoiselle d'honneur à la table du fond s'est mise à pleurer. Ma fiancée était pétrifiée. Son ex s'est dirigé à mi-chemin vers le projecteur pour tenter de le débrancher, mais mon témoin s'est interposé. « Assieds-toi, le témoin d'honneur », a dit Thomas. Le spectacle n'est pas terminé. Je me suis levé. La pièce était plongée dans un silence de mort, à l'exception de la mère de Chloé qui pleurait et murmurait « non, non, non » dans son souffle. J'ai découvert le poteau rose il y a 6 semaines, ai-je dit calmement. J'ai engagé un professionnel pour tout documenter. Elle a couché avec lui pendant tout le temps où il préparait ce mariage. Tu m'as espionné, a hurlé ma fiancée. Espèce de psychopathe. Tu planifiais littéralement de m'épouser, de divorcer et de me dépouiller. Je pense que c'est largement pire que d'engager un détective. Son ex a essayé de bomber le torse, tentant de se montrer intimidant. C'est de la folie. Tu ne peux pas tendre un piège aux gens comme ça. On ne couche pas avec la fiancée de son prétendu meilleur ami pour ensuite se tenir à ses côtés devant l'autel en prétendant être son témoin d'honneur. Et pourtant, nous y voilà. Ma fiancée s'est tournée vers ses parents. Maman, papa, c'est sorti de son contexte. Quel contexte, a dit son père d'une voix basse. La déception dans sa voix était bien plus lourde que n'importe quelle colère. Quel contexte rend acceptable la phrase « je récupère son argent lors du divorce » ? Elle n'a trouvé aucune réponse, restant là, la bouche grande ouverte, muette comme une carpe. Sa mère s'est reprise plus rapidement. C'est manifestement une mise en scène. Il est jaloux et complexé. Madame, suis-je intervenu. Le détective privé est agréé. Les photos contiennent des métadonnées. Les registres de l'hôtel peuvent être saisis par la justice. Voulez-vous que je sorte les relevés de cartes bancaires prouvant ses dépenses là-bas? Cela lui a cloué le bec. J'ai sorti les crins de la bague de ma poche et je l'ai posé sur la table. Le mariage est annulé. Évidemment, je vais contacter un avocat pour les acomptes. Ton nom figure sur certains d'entre eux, donc c'est ton problème maintenant. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle murmuré. 4 ans. 4 ans de ma vie que je ne récupérerai jamais. Mais au moins, je l'ai découvert avant que tu ne repartes avec la moitié de tout ce que je possède. Sa mère s'est levée, le visage rouge de colère. Comment oses-tu l'humilier de la sorte? Quels que soient les problèmes que vous aviez, vous deviez les régler en privé, pas devant. Madame, l'a interrompu mon père en se levant de sa chaise. Votre fille prévoyait de dépouiller mon fils. Asseyez-vous. Cela l'a réduite au silence. Mon père ne hausse presque jamais la voix. Quand il le fait, les gens écoutent. L'ex se glissait déjà discrètement vers la sortie. Mon témoin lui a bloqué le passage avec décontraction, les bras croisés. Tu vas où, l'ami? La fête ne fait que commencer. Je n'ai pas à rester ici pour me faire insulter, a-t-il dit. Tu as couché avec une femme engagée dans un mariage. Tu l'as aidé à planifier un vol par divorce. Tu m'as laissé te serrer la main, entrer dans mon appartement, t'asseoir à ma table. Tu mérites bien pire que des insultes. J'ai pris ma veste. Je m'en vais maintenant. Quiconque veut se joindre à moi pour boire un verre est le bienvenu. Quiconque préfère rester pour la consoler. Cela me dira tout ce que j'ai besoin de savoir sur notre relation à l'avenir. Je suis sorti. Mes parents m'ont suivi immédiatement, ainsi que mon témoin et sa petite amie, mes 2 autres garçons d'honneur, ma grand-mère qui m'a tapoté le bras en passant en me murmurant au bon garçon. Je suis fier de toi, et mon oncle et ma tante qui secouaient la tête d'incrédulité. Environ la moitié de la salle est partie avec moi. L'autre moitié est restée, figée par le choc ou essayant de réconforter des personnes qui ne méritaient aucun réconfort. Nous sommes allés dans un bar un peu plus bas dans la rue. Quelqu'un a commandé une tournée de whisky. Nous n'avons pas trinqué, nous avons juste bu en silence pendant un moment. C'était brutal, a fini par dire l'un de mes garçons d'honneur.
Oui, ai-je acquiescé, ça l'était. Ma mère a tendu la main et a serré la mienne. Mieux vaut maintenant qu'après. Elle avait raison, mais cela n'enlevait rien à la douleur. Troisième mise à jour. 3 semaines plus tard, les retombées ont été exactement celles auxquelles on pouvait s'y attendre après une humiliation publique d'une telle envergure. D'abord, il y a eu les tentatives de limitation des dégâts. La sœur de mon ex-fiancé m'a appelé 3 jours après le dîner de répétition. Elle veut te parler. Expliquer les choses. Tu lui dois bien ça. Je ne lui dois rien du tout et il n'y a rien à expliquer. J'ai des horodatages et des captures d'écran de ses messages. Elle dit que tu as manipulé ses photos, que le détective a tout fabriqué parce que tu l'as payé pour ça. Alors elle n'a qu'à expliquer les visites à l'hôtel à ses parents. Qu'elle leur montre ses relevés bancaires. On verra bien. Tu es cruel. Elle a fait une erreur. Planifier un pillage financier par divorce pendant des mois n'est pas une erreur. C'est un plan d'affaires. Oublie mon numéro. J'ai raccroché. Puis sa mère a tenté sa chance. Elle m'a laissé 3 messages vocaux en 2 jours, chacun plus délirant que le précédent. Le premier était une supplique en larmes. Le second contenait des menaces de poursuite judiciaire pour humiliation publique. Le troisième n'était que des cris sur la façon dont j'avais ruiné la vie de sa fille et détruit la réputation de leur famille. J'ai précieusement conservé les 3 enregistrements. Ils pourraient s'avérer utiles plus tard. Ensuite, son ex m'a contacté par message privé sur les réseaux sociaux. Tu as ruiné sa vie pourquoi? Quelques photos? On était juste des amis qui se sont laissés emporter à quelques reprises. Tu as surréagi massivement et maintenant elle est dévastée. J'espère que tu es content de toi. J'ai fait une capture d'écran de ce message et je l'ai envoyé à mon avocat. Le gars venait de l'admettre par écrit. Cela pourrait servir. En parlant d'avocat, les conséquences financières ont été complexes. Nous avions versé des acomptes s'élevant à environ 28 000 € au total. Certains étaient remboursables, la plupart non. Son nom figurait sur environ 11 000 € de réservation, et le mien sur 17 000 €. Le domaine n'a rien voulu rembourser. Le traiteur a proposé de nous rendre 40%. Le photographe s'est montré compréhensif et a restitué 75%. Mon avocat lui a envoyé un courrier lui demandant de couvrir sa part des acomptes non remboursables. Son avocat a répliqué que j'avais causé l'annulation par un harcèlement public et que je devais donc assumer la totalité des frais. Ils ont également brandi la menace d'un procès pour diffamation. Les échanges ont duré 2 semaines. Finalement, nous sommes parvenus à un accord, elle a payé 6 000 € sur sa part de 11 000 €, après que mon avocat a souligné qu'un procès pour diffamation l'obligerait à prouver la fausseté du diaporama. Ce qui impliquerait des dépositions officielles et l'obligation pour son ex de témoigner sous serment au sujet de leur relation. C'est amusant de voir à quel point ils ont rapidement fait marche arrière après cela. Pour l'appartement, ce fut plus simple. Le bail était à mon nom. Elle avait 30 jours pour récupérer ses affaires. Je lui ai donné les dates auxquelles je serais au travail afin qu'elle puisse tout déménager sans que nous ayons à nous croiser. Son père est venu l'aider pour le déménagement. Il s'est d'ailleurs excusé auprès de moi, me confiant qu'il avait honte de ce que sa fille avait fait. Elle n'a pas été élevée pour agir ainsi, a-t-il dit en chargeant des cartons dans sa camionnette. Je sais, ai-je répondu. Je suis désolé moi aussi. Il m'a serré la main avant de partir. C'était très digne de sa part, mais il semble que le sentiment d'impunité soit profondément ancré chez elle. 2 semaines après ce dîner, elle s'est présentée devant chez moi. À l'improviste, sans prévenir, frappant à grands coups contre la porte un mardi soir à 21 h. Je lui ai parlé à travers la porte, sans l'ouvrir. Tu dois partir. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Tu as textoté noir sur blanc que tu récupérerais mon argent lors du divorce. Quelle autre explication veux-tu donner à cela? J'avais besoin de me confier. Il était le seul. Il me comprenait. Tu travaillais tout le temps, tu étais toujours occupé. Je me sentais seul et il était là. C'est arrivé comme ça. Donc, ta solution était de coucher avec ton ex et de planifier de me dépouiller pendant que je travaillais pour payer notre mariage et notre avenir. Je ne l'aurais pas vraiment fait. On discutait, on fantasmait. Ce n'était pas réel. Au revoir. Tu as détruit ma réputation.
Ma famille ne veut même plus me parler. Mes amis me prennent tous pour un monstre. La moitié de mes demoiselles d'honneur m'ont bloqué. J'ai entrouvert la porte, juste assez pour voir son visage. Son maquillage était coulé, ses yeux gonflés et ses cheveux en bataille. Une partie de moi a ressenti un pincement au cœur, le fantôme d'un amour passé. Puis je me suis rappelé ses SMS. Le regard arrogant de son ex. Les mensonges répétés à l'infini. Tu t'es infligé ça toute seule. Chacun de ces choix venait de toi. Je n'ai fait que montrer la vérité aux gens. Tu aurais pu m'affronter en privé. Nous aurions pu surmonter ça. Surmonter le fait que tu planifiais de me dépouiller? Surmonter le fait que tu couchais avec ton ex alors que je te faisais confiance? Non, je ne crois pas. J'ai fait une erreur. Tu as fait 13 erreurs documentées lors de visites d'hôtel sur 6 semaines. Ce n'est pas une erreur. C'est un mode de vie. Elle se tenait là, tremblante. Je t'aime. Je t'aime encore. Je ne te crois pas. Et je m'en fiche. Au revoir. J'ai refermé la porte. Je l'ai entendu pleurer dehors pendant environ 30 minutes avant que sa sœur finisse par venir la chercher. Elle m'a envoyé un SMS juste après pour me traiter de sans cœur, ajoutant que je le regretterais quand je serai vieux et seul. Je l'ai bloqué. Aujourd'hui, cela fait environ 6 semaines. La tempête s'est calmée. Mon ex-fiancée est retournée vivre chez ses parents. Selon des amis communs qui me parlent encore, elle raconte à qui veut l'entendre que j'ai perdu la tête et que j'ai saboté le mariage à cause d'une jalousie maladive, prétendant que je ne supportais pas qu'elle ait des amis masculins. C'est la même version qu'elle présentait auparavant, mais en plus fort. Le problème pour elle, c'est que trop de personnes ont vu ce diaporama. 50 témoins ont vu ces messages s'afficher à l'écran. Sa version ne tient pas debout quand tous les participants au dîner racontent la même histoire. Elle a été délaissée par la majeure partie de notre cercle d'amis communs. Quant à ceux qui sont restés à ses côtés, je suis de toute façon ravi de ne plus les avoir dans ma vie. Son ex a également essayé de tourner la situation à son avantage. Il s'est positionné en victime de mon obsession, publiant un message évasif sur la masculinité toxique et les hommes possessifs qui ne laissent pas les femmes mener leur propre vie. Cela s'est retourné contre lui de façon spectaculaire lorsque ses propres amis ont appris qu'il couchait avec une femme fiancée tout en prétendant être son fidèle témoin d'honneur. Sans oublier sa propre petite amie. Oui, car il s'avère qu'il en avait une lui aussi pendant tout ce temps. Elle l'a largué publiquement après que quelqu'un lui a envoyé des captures d'écran. Elle a d'ailleurs commenté sa publication, « Arrête peut-être de coucher avec les fiancés des autres avant de donner des leçons sur les comportements toxiques ». Son commentaire a reçu plus de 300 mentions j'aime. Ma famille a été formidable. Ma mère m'appelle tous les 2 ou 3 jours pour prendre des nouvelles. Mon père m'a emmené voir un match de football le week-end dernier. Nous n'avons pas beaucoup parlé de l'affaire, il m'a juste tendu une bière et m'a laissé me vider la tête. Ma grand-mère m'a envoyé une carte sur laquelle elle avait écrit « Mieux vaut savoir avant qu'après ». Je suis fier que tu te sois défendu. Je t'embrasse fort. Je vis à nouveau seul dans l'appartement. J'ai réorganisé l'espace. Nouveau canapé, chambre repeinte. Je me suis débarrassé de tout ce qui me rappelait sa présence, c'est-à-dire de la majeure partie de la décoration. C'est étrange. Il y règne un calme qui n'existait pas auparavant. Parfois, je me surprends à attendre le son de sa voix, puis je me rappelle la réalité. Suis-je heureux? Pas vraiment, pas encore. 4 ans, c'est long. On ne tourne pas la page en quelques semaines. Mais suis-je soulagé? Absolument. Chaque fois que je pense à ce qui se serait produit si je l'avais épousé, la demande de divorce déposée 6 mois plus tard, les batailles juridiques. La voir repartir avec la moitié de tout ce pourquoi j'ai travaillé pendant que son ex attendait son heure dans l'ombre, je ne ressens que de la gratitude d'avoir écouté mon instinct. Les acomptes que j'ai perdus s'élèvent à environ 8 000 € au total après les remboursements et les négociations. Le désastre émotionnel fait plus mal, mais c'était le prix à payer pour découvrir sa vraie nature avant que cela ne me coûte absolument tout. La semaine dernière, j'ai reçu un ultime message provenant d'un numéro inconnu, mais qui venait manifestement d'elle, « J'espère que tu es fier de toi. Tu as détruit 2 vies simplement parce que tu ne supportais pas de ne pas être le centre de l'attention. Tu mourras seul et aigri, et tu ne l'auras pas volé. » Je n'ai pas répondu. J'ai simplement fait une capture d'écran pour mon dossier et j'ai bloqué le numéro.
J'ai très bien dormi cette nuit-là. En réalité, je dors bien mieux ces derniers temps que durant les 6 derniers mois de notre relation. C'est curieux de voir comment les choses tournent. Certaines personnes m'ont demandé si je regrettais d'avoir agi publiquement, si j'aurais dû simplement m'en aller en silence pour préserver la dignité de chacun. Mais voici ma vision des choses, elle n'a pas préservé ma dignité lorsqu'elle envoyait des SMS à son ex concernant mon argent. Elle n'a pas préservé ma dignité lorsqu'elle me faisait passer pour un fou parce que je m'interrogeais sur leur amitié. Elle disait à sa famille que j'étais autoritaire. Elle m'a dépeint comme le méchant de l'histoire avant même que je ne sache qu'il y en avait une. Pendant des mois, j'ai été le petit ami jaloux et paranoïaque alors qu'elle préparait sa stratégie de sortie. Tout ce que j'ai fait, c'est de révéler la vérité. Il se trouve simplement que je l'ai fait à l'aide d'un projecteur et d'horodatage. Est-ce que je le referais? Sans la moindre hésitation. Certaines trahisons méritent une réponse. Certaines personnes ont besoin de faire face à leurs actes devant tous ceux à qui elles ont menti. Et certains dîners de répétition ont simplement besoin d'un excellent diaporama. Je commence à aller de l'avant maintenant. Je ne cherche pas à faire de nouvelles rencontres, je ne suis pas encore prêt pour cela. Mais je me remets au sport, je renoue avec des amis que j'avais délaissés, je reprends des loisirs que j'avais abandonnés. Je vis ma vie sans vérifier constamment mon téléphone, sans marcher sur des œufs et sans douter de moi en permanence. C'est un début.